Donc, je vais partager mon écran. Ah, excusez-moi. Hop, je ne l'ai pas mis au début. Voilà. Voilà, donc je vais me focaliser maintenant sur les liens entre masque et voix et surtout comment on peut parler efficacement avec un masque. Alors j'ai mis entre parenthèses comment retrouver de l'efficacité vocale ou comment trouver de l'efficacité vocale, parce que ce dont je me rends compte dans ma pratique de phoniatre, c'est que finalement le masque vient souvent révéler des problématiques vocales qui étaient déjà là depuis un moment, et c'est un peu, comme on le verra, la goutte qui fait déborder le vase. Et donc finalement, cette période de pandémie où on est obligé de fonctionner avec les masques, ça peut être aussi le moment de réfléchir sur la façon dont on produit la voix, et donc de retrouver de l'efficacité vocale, ou parfois, pour certains d'entre nous, d'en trouver tout simplement. Alors, je vais pas du tout m'attarder sur le pourquoi du masque, les gouttelettes, puisque ça a été tellement bien fait par mes prédécesseurs que, donc voilà, je vais juste vous passer ce petit film parce que je le trouve assez parlant. Donc, c'est une expérience qui est faite donc, dans le noir. On va demander à une personne de parler à différentes intensités, et on va éclairer les gouttelettes qu'il projette au cours de la parole avec un faisceau laser. Et donc, vous verrez, il y a deux phases dans ce test, une sans masque et l'autre avec masque. Et ça montre bien ce dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire l'efficacité des masques par rapport aux projections de gouttelettes. Stay healthy. Great. Stay healthy. Now I'm recording. Stay healthy. Great. Stay healthy. Great. Less loud. Stay healthy. Yeah. Stay healthy. Louder. Stay healthy. Louder. Stay healthy. Stay. Voilà, donc vous voyez, si on peut traduire l'efficacité du masque, en tout cas sur les projections issues de la parole dans ces différentes modalités. Alors maintenant, on va se concentrer sur les effets négatifs du masque et bien sûr se focaliser sur la communication. Alors, parler avec un masque, ça va entraîner des difficultés qui sont de différents ordres, des difficultés de communication, des difficultés en rapport avec l'effort respiratoire, des difficultés en rapport avec la sécheresse buccale, mais on pourrait dire plus généralement la sécheresse des muqueuses, et puis des difficultés en rapport avec une situation de stress. Alors, pour commencer, au niveau de la communication, le fait de porter un masque, ça va jouer sur différents domaines de la communication. Le premier domaine, c'est le fait que avoir un masque sur le visage quand on parle, ça baisse l'intensité de la voix. Alors, cette baisse de l'intensité vocale, elle va dépendre du type de masque, mais elle va, selon les différentes études, aller de 5-6 décibels jusqu'à 20, voire 30 décibels pour certains masques. Il faut savoir que le masque le moins gênant sur ce plan, c'est le masque chirurgical. Ensuite, c'est le masque en tissu, puis le masque FFP2, et les masques les plus gênants en ce qui concerne la baisse de décibels, la baisse de l'amplitude vocale, ce sont les visières, donc les masques fenêtrés, donc les masques inclusifs par exemple, qui ont généralement pour vocation d'aider les personnes malentendantes à comprendre. Alors certes, elles favorisent la visualisation des lèvres, mais malheureusement, elles coupent encore plus l'intensité sonore. Donc c'est un choix, hein, il va falloir s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Moi, c'est ce que je fais au cabinet. Donc, en fonction de la personne, je vois si je privilégie la lecture sur les lèvres ou l'intensité de la voix. Alors, l'autre élément qui est important, c'est que pour être intelligible, c'est-à-dire pour être comprise, il faut que la voix de l'enseignant soit produite 15 décibels au-dessus du bruit ambiant. Ça, d'une manière générale.
Donc, on voit qu'avec un masque, il faut d'une part augmenter le volume de la voix pour compenser la baisse liée au masque, et il faut de toute façon, pour être intelligible, produire une voix qui, après le passage du masque, soit supérieure de 15 décibels au-dessus du bruit ambiant. Donc là, ça nous donne une première piste d'aide, c'est-à-dire peut-être faire en sorte de diminuer le plus possible le bruit ambiant. Et donc ça, on pourra en reparler. L'autre particularité du masque, c'est que ça va baisser l'intensité de la voix d'une manière générale, mais pas de la même manière selon les fréquences. Lorsque l'on parle, les voyelles, les consonnes que l'on émet peuvent se répartir sur le spectre auditif, c'est-à-dire que les voyelles sont plutôt des éléments graves par rapport à notre spectre auditif, tandis que les consonnes sont plutôt des éléments aigus. Alors, aigu, ça veut dire au-delà de 2000 Hz, grave, ça veut dire en dessous de 1000 Hz en moyenne. Le problème, c'est que le masque, il va être surtout gênant pour les hautes fréquences, c'est-à-dire à partir de 2000 ou 3000 Hz. Donc, non seulement le masque va baisser l'intensité de la voix, donc va obliger le locuteur à produire une voix plus importante pour obtenir le même résultat au niveau de l'audibilité, mais en plus, il va être mal compris parce qu'il va apparaître un décalage entre l'énergie sur les basses fréquences et l'énergie sur les hautes fréquences. Et il faut savoir que dans la parole, ce qui permet la compréhension, ce sont les consonnes. C'est-à-dire que si vous écrivez un texte et dans ce texte vous enlevez toutes les voyelles, eh bien vous pouvez quasiment reconstituer l'ensemble du texte. Par contre, si dans un texte vous enlevez toutes les consonnes, vous ne pouvez rien reconstituer. Donc, dans l'écrit comme dans la parole orale, l'important pour la compréhension, ce sont les consonnes. Or, le masque, c'est justement la zone fréquentielle des consonnes qui va être la plus abaissée. Donc, non seulement il va falloir apprendre à parler plus fort, mais il va falloir apprendre à compenser ce décalage qui se fait à cause du masque entre les hautes et les basses fréquences. Donc, il faut apprendre à parler plus fort dans les hautes fréquences de notre composition fréquentielle. Alors, l'autre élément de la communication, on en a un petit peu parlé ce matin, c'est la perte des indices lus sur le visage. Effectivement, tous, quand on parle, eh bien, on se sert des indices sur le visage et notamment sur la partie basse du visage. Donc, ces premiers indices, ce sont par exemple les gestes que font nos lèvres, l'ouverture buccale, au cours de la prononciation des différents phonèmes. Et donc, un certain d'entre nous, pratiquement tout le monde, s'appuie sur ces indices pour améliorer la compréhension du langage. Donc, avec un masque, il n'y a plus de ces indices au niveau de la lecture labiale. Alors, les autres indices persistent, notamment ce qui se passe au niveau des yeux, donc l'ouverture des yeux, le mouvement des sourcils, mais je dirais d'une manière générale, tout ce qui est non verbal au niveau du corps et pas simplement au niveau du visage, lui continue d'être perçu. Donc, le fait de porter un masque entraîne une perte d'indices qui aident à la compréhension verbale et qui peut être compensée par d'autres indices, mais cela émanant du corps dans son entier. Alors, l'autre élément, c'est qu'on s'est rendu compte que le fait de regarder le visage et en particulier les lèvres d'un locuteur, donc d'une personne qui parle, va en fait stimuler la zone de notre cerveau qui permet la compréhension du langage oral. Donc, on pense qu'il y a aussi un problème finalement de concentration. Quand on parle avec quelqu'un qui porte un masque, eh bien, nous n'avons pas la même attention, la même concentration concernant le décodage du langage oral. Et donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose de très important chez l'enfant. Et puis, enfin, dernier point, parler avec un masque fait que notre propre voix va sortir de notre corps modifiée par le masque, donc par le fait que ça baisse l'intensité globale de la voix, mais que ça va répartir différemment l'énergie dans les fréquences. Et du coup, le retour que nous avons nous-mêmes de notre propre voix est modifié. Et chez certains d'entre nous, ça va déclencher une adaptation réflexe qui peut être à l'origine d'un comportement de forçage de la voix, même si au final, la perception de la voix par les auditeurs n'est pas si altérée que ça. Donc il faut être conscient de tous ces phénomènes pour essayer de comprendre
comment on peut éviter de déstabiliser notre voix dans la communication notamment. Alors, parler avec un masque, il y a eu des questions sur ce sujet ce matin, ça va entraîner aussi un effort respiratoire. Alors, pourquoi ça entraîne un effort respiratoire? Parce que le masque, c'est un obstacle à franchir et notamment l'effort ventilatoire, c'est-à-dire l'effort qui consiste à faire rentrer de l'air dans notre corps et à faire sortir de l'air de notre corps au cours de l'inspiration et de l'expiration, eh bien cet effort va nécessiter un travail musculaire plus important. Il va falloir baisser la pression à l'intérieur de notre corps de manière plus importante pour aspirer l'air et il va falloir élever la pression de manière plus importante pour faire passer l'air de notre corps jusqu'à l'extérieur. Et donc, oui, ça génère un effort musculaire plus important et ça génère surtout une adaptation de l'effort ventilatoire. Alors, il faut savoir que cet effort, il est finalement assez facile à réaliser et il suffit parfois simplement de déplacer la zone avec laquelle on respire habituellement. Quand on respire de manière non réfléchie, automatique, on a tendance à respirer plutôt avec la partie haute de notre thorax. Or, il faut savoir que les poumons, à ce niveau-là, ont un volume très faible, puisque les poumons ont une force de pyramide, c'est-à-dire qu'ils sont étroits à leur partie haute et ils sont très larges à leur partie basse. Donc, quand on respire avec la partie haute du thorax, si on a besoin que de l'air pour ventiler, c'est-à-dire ce que j'imagine que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est-à-dire vous avez juste à faire rentrer de l'air dans vos poumons pour oxygéner votre corps sans aucun effort musculaire, eh bien, mobiliser cette partie-là des poumons est tout à fait suffisante puisqu'il nous faut un demi-litre d'air à chaque fois. Mais pour moi qui parle, par exemple, en ce moment, ou pour vous quand vous êtes en classe, vous avez besoin d'un volume d'air plus important. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut parler plus fort. Donc ça nécessite en partie, en tout cas, plus d'air. Il faut faire vibrer les cordes vocales et ça aussi, ça nécessite de l'énergie. Donc, pour toutes ces raisons, il faut pouvoir être capable d'adapter le travail musculaire respiratoire. Et la première solution, c'est essayer de s'entraîner à respirer avec la partie basse des poumons. Alors, comment faire? Eh ben, c'est tout simple, hein. On met les mains sur les côtes les plus basses de chaque côté et il faut s'entraîner à essayer de pousser sur nos mains avec nos côtes. Et donc, si on respire comme ça, on fait exactement le même effort que l'on fait pour la partie haute, à part qu'à chaque fois, on va mobiliser beaucoup plus d'air. Donc, au final, le rendement est beaucoup plus efficace puisque pour le même effort musculaire, on va déplacer des volumes d'air beaucoup plus importants. Alors, il faut s'y entraîner. Alors, si on le fait naturellement ou si on a appris à le faire, il n'y a pas de souci, mais la plupart d'entre nous, nous ne le faisons pas naturellement. Et donc, pour qu'un geste devienne automatique, ou naturel, ce n'est pas tellement le cas, mais plutôt automatique, eh bien, on dit classiquement qu'il faut l'avoir fait 4000 fois. Donc voilà, il faut s'entraîner. Alors on peut s'entraîner par exemple quand on se couche, au moment où on s'endort. On peut le faire aussi juste avant de se lever ou sous la douche ou en conduisant. Alors là, on va éviter de mettre les mains sur les côtes, hein, mais voilà, il faut apprendre à développer un nouveau geste respiratoire. Il faut savoir que les chirurgiens, par exemple, hein, ou les médecins qui travaillent en réanimation ou au contact de personnes à risque, travaillent, enfin pas que les médecins d'ailleurs, tous les professionnels de santé travaillent en permanence avec des masques sur le visage. Et ils n'ont pas plus de difficultés que les autres, simplement parce que, comme ils ont l'habitude de travailler avec ces masques, eh bien, ils ont développé des procédés respiratoires qui sont adaptés à cette situation. Alors, je dirais que le fait de porter un masque sur le visage, ça va déclencher un autre problème, c'est celui du fait de l'aspiration du masque sur l'orifice buccal. Et ça, c'est particulièrement vrai pour le masque chirurgical. C'est-à-dire que lorsque l'on parle toute la journée avec un masque, alors vous l'avez peut-être vécu, moi j'ai aussi été très gênée au départ par ce phénomène, c'est que l'aspiration que je réalise pour inspirer, je baisse la pression dans mes poumons en augmentant le volume des poumons. Eh bien, l'aspiration va jouer sur l'air, mais elle va jouer aussi sur le masque.
C'est-à-dire que le masque se retrouve plaqué contre mon orifice buccal. Et ça va me donner une impression de bouchon, de fermeture de la voie respiratoire, et ce qui est très gênant, parce que ça va entraîner une adaptation réflexe, c'est-à-dire qu'on va souffler plus fort, on va aspirer plus fort, on va tendance à ouvrir la bouche pour mettre de l'espace entre le masque et notre visage, ou on va toucher en permanence le masque pour le repositionner. Alors, je peux vous montrer ce que ça donne avec un masque. Donc, si je le mets, donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais si je fais un effort inspiratoire important, vous allez voir le mouvement du masque sur mon visage. Donc ça, c'est particulièrement gênant et ça va d'une part gêner la respiration et ça va aussi gêner la phonation. Et on verra qu'il y a des solutions à ce problème. Et alors enfin, les différentes études qui ont été faites jusqu'à présent, donc j'en ai parlé un petit peu ce matin, n'ont pas mis en évidence de risque respiratoire du fait de la présence du masque sur l'orifice buccal et nasal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de baisse de l'oxygénation. Il y a certaines personnes qui ont tendance à respirer plus vite, donc ce qu'on appelle de l'hyperventilation. Mais si vous n'avez pas de pathologie respiratoire préalable, eh bien, le fait de porter un masque nécessite une adaptation du geste respiratoire, mais ne déclenche pas de pathologie respiratoire en soi. Alors, troisième point, le masque va déclencher une sécheresse buccale. Et j'irai plus loin, je dirais qu'il va déclencher une sécheresse de la muqueuse des voies aériennes supérieures. Alors, pourquoi? Parce que la présence du masque, on l'a vu, c'est un obstacle à franchir sur le plan respiratoire qui va nécessiter une adaptation du travail respiratoire. Mais avant que cette adaptation ait lieu, on va avoir tendance à chercher des solutions pour respirer plus fort, en fait, pour faire passer plus d'air dans notre corps. Et le réflexe que l'on va avoir, c'est de ventiler par la bouche. Donc ça, de manière réflexe, si vous faites attention, au bout d'un moment, vous vous rendrez compte que vous respirez par la bouche. Pourquoi? Parce que la ventilation nasale est une ventilation qui a énormément de résistance, puisque les fosses nasales sont quand même beaucoup plus étroites que la cavité buccale. Et puis, certains d'entre nous ont une déviation de la cloison nasale ou ont des problèmes d'allergie. Enfin, on peut avoir tout plein de choses qui font qu'on a déjà de base du mal à respirer par le nez. Et là, en plus, avec un obstacle qui nous paraît quelque chose d'important à franchir, on va ventiler par la bouche. Or, ventiler par la bouche, ça s'accompagne immédiatement d'une déshydratation de la muqueuse des cordes vocales, de la muqueuse de la gorge et de la muqueuse buccale. Donc, muqueuse de la bouche, de la gorge et des cordes vocales. Et ça va gêner la production de la phonation. Ça va gêner l'articulation au niveau de la bouche. Les mouvements et les points de contact de la langue vont se faire de manière moins facile. Au niveau de la gorge, ça va donner une sensation de sécheresse, d'irritation, de douleur parfois, qui vont conduire parfois à de la toux ou à du raclement, ce qu'on appelle du hémage. Et au niveau des cordes vocales, ça va surcharger le travail des cordes vocales, puisque les cordes vocales, pour pouvoir fabriquer du son, il faut qu'elles soient accolées l'une contre l'autre et qu'elles se décollent puis qu'elles se recollent au cours de la réalisation du cycle vibratoire. Si les cordes vocales sont bien humidifiées, la vibration ne demandera pas beaucoup d'énergie. Si par contre les cordes vocales sont déshydratées, il va falloir beaucoup plus de force pour les coller et surtout beaucoup plus de force pour les faire vibrer. Donc le masque, ça va déclencher une sécheresse buccale et une déshydratation des muqueuses. Et donc la solution à ça, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est hydrater les muqueuses. Alors comment peut-on hydrater les muqueuses? On le reverra tout à l'heure. Eh bien, d'abord c'est boire tout au long de la journée, des petites gorgées très régulièrement, en prenant vraiment le soin de laisser presque l'eau un moment au contact dans la cavité buccale avant de la déglutir. Alors bien entendu, l'eau que l'on boit n'est jamais en contact directement avec les cordes vocales, puisque les cordes vocales font partie du larynx, qui lui-même fait partie de la voie aérienne. Mais beaucoup d'expériences, d'études ont montré que lorsque l'on prend une gorgée d'eau,
on a fait des études en prenant de l'eau marquée, par exemple, hein, eh bien, on la retrouve en moins de 5 minutes au niveau de la périphérie du corps et en particulier au niveau des cordes vocales. Donc, s'hydrater suffisamment toute la journée est un élément extrêmement important. Alors enfin, porter un masque, ça génère du stress et qui dit stress, dit difficulté vocale. Encore une fois, il faut toujours avoir à l'idée que la source sonore, donc la source de notre voix, c'est la vibration des cordes vocales. Et pour que cette vibration se fasse, il faut que les cordes vocales soient relâchées au maximum. Donc tout ce qui va à l'encontre de ce relâchement rajoute du travail vocal et même on peut dire du forçage vocal. Donc la lutte contre le stress est bien entendu un élément très important dès qu'on prend en charge des patients en difficulté vocale. Or là, cette période de crise sanitaire, elle est une période de grand stress. D'abord parce que ça modifie le rapport aux autres. Et moi, je suis toujours très surprise dans la consultation, puisque généralement la consultation commence avec un patient qui porte un masque. Et au moment où je vais l'examiner, donc je vais lui demander d'enlever son masque et je découvre son visage, enfin en tout cas le bas de son visage. Et souvent, je suis surprise parce que avec sa voix, avec ce que je voyais de son visage, eh bien, je m'étais déjà fait un visage imaginaire et la confrontation de ce visage réel au visage imaginaire, bah, ça me demande une réadaptation. Alors, c'est pas grand-chose, bien sûr, mais c'est quand même une adaptation qui n'existait pas avant lorsque les gens ne portaient pas le masque. Alors d'autre part, le fait de voir toutes ces personnes avec un masque, ça rappelle en permanence notre état de crise actuelle sanitaire, donc ce qui ne va pas avec ce qu'on pourrait imaginer pour diminuer le stress, hein. Alors, on l'a vu ce matin, il y a toute cette peur qui est là, c'est-à-dire la peur d'être contaminé, la peur d'être contaminant. Est-ce que ce que l'on fait, c'est assez, c'est pas assez, c'est trop, est-ce que c'est dangereux? Et puis surtout, ces incertitudes concernant le fait que combien de temps ça va durer. Et je dirais que le stress actuel est beaucoup plus important que lors du premier confinement parce que le confinement précédent, on avait à peu près, enfin, on supposait que ça ne durerait pas des semaines et des semaines et des semaines. Et là, maintenant, on se dit que, bah oui, on a déjà eu un premier confinement et puis finalement, ça n'a pas été efficace. Et on se dit, mais combien de temps ça va durer là maintenant? Donc tout ça, ça crée du stress. Et encore une fois, le stress n'est pas propice à la production vocale. Alors finalement, parler avec un masque, ça va être créer un nouvel équilibre. La voix, alors peut-être que certains d'entre vous reconnaissent un petit peu cette présentation, puisque il me semble que la dernière fois que j'étais intervenue, j'avais un petit peu parlé de ces questions d'équilibre au niveau de la voix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout au long de notre vie, nous construisons notre édifice vocal. Il faut vraiment imaginer la voix comme un assemblage de pierres, en fait, les unes sur les autres, avec pour certains étages des assises très solides, pour d'autres étages des choses qui sont un petit peu moins équilibrées. Et on peut dire que finalement, cette construction de l'édifice vocal, elle s'appuie sur un appareil phonatoire, donc l'appareil respiratoire, le larynx avec les cordes vocales, les cavités qui se trouvent au-dessus du larynx. Mais cet appareil phonatoire, il se trouve à l'intérieur d'un corps et la posture de ce corps, le niveau de fonctionnement musculaire, le tonus musculaire, tout ça va jouer dans le fonctionnement de l'appareil phonatoire. Et puis ce corps, cette posture, ce tonus, il relève d'un geste moteur, d'un schéma corporel, on pourrait presque dire d'un schéma corporel vocal, qui lui s'est édifié sous les règles parfois de l'éducation, parfois qui a été mis en péril par la santé, qui est parfois fortement guidé par le psychisme. Donc tout ça participe à la construction progressive de l'édifice vocal. À chaque étape de notre vie, il faut parfois remettre en question cette construction de l'édifice vocal, il faut changer certaines choses pour à nouveau arriver à un équilibre. Et en face de cet édifice vocal va se trouver l'usage vocal, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qu'on fait au quotidien de notre voix. Et bien entendu, le premier des usages vocaux, c'est celui de la profession qu'on exerce. Et quand on est professionnel de la voix, et
là, on peut déjà s'arrêter et réfléchir sur ce qu'est la notion de professionnel de la voix. Donc avant, on disait un professionnel de la voix, c'est un chanteur d'opéra, par exemple, c'est un commerçant, c'est un avocat, c'est un comédien. Actuellement, on a une définition quand même beaucoup plus large, c'est-à-dire que est un professionnel de la voix quelqu'un qui utilise sa voix pour exercer sa profession. Donc on voit déjà là que ça va toucher quand même un nombre beaucoup plus important de personnes. Et si on prend la vision en négatif, c'est-à-dire négatif d'une photo par exemple, et qu'on prend la proposition inverse, c'est-à-dire est un professionnel de la voix quelqu'un qui, s'il est aphone, s'il n'a pas de voix, ne peut pas exercer sa profession. Et là, on comprend peut-être un petit peu plus précisément ce qu'est un professionnel de la voix. Alors, notre voix, bien entendu, elle nous sert à exercer notre profession, mais heureusement, elle ne nous sert pas qu'à ça. Elle nous sert aussi dans nos activités extra-professionnelles, qu'on soit chanteur dans une chorale, par exemple, qu'on soit entraîneur de foot, qu'on soit, je ne sais pas moi, supporter d'une équipe de basket, ou qu'on soit tout simplement un adulte qui lit le soir des histoires à ses enfants. Donc, on peut imaginer tout ce que l'on fait avec notre voix, mais qui n'est pas de l'ordre de la profession. Et ces activités-là sont fondamentales également. Et puis se rajoutent finalement des usages qui sont peut-être un peu moins conscients, mais qui sont aussi fortement présents. C'est ce que nous impose notre place dans la société. C'est-à-dire qu'il est classique de dire qu'en fonction de notre rôle, nous allons adapter les caractéristiques de notre voix. Je prends un exemple très simple. Plus une femme s'élève sur le plan socio-professionnel, et plus elle va aggraver sa voix pour être perçue dans son imaginaire ou en tout cas sur le plan sociétal à l'égal des hommes. Et parfois, le corps, l'édifice vocal de cette femme n'est pas du tout préparé et n'est pas du tout adapté à l'utilisation de la voix grave. Donc là encore, parfois, on va se retrouver peut-être dans une impasse au niveau de cet équilibre entre édifice vocal et usage vocal. Et puis, autre élément qui impose un petit peu l'usage vocal, c'est la culture à laquelle on appartient. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire que je suis issue de deux cultures totalement différentes, puisque une de mes grand-mères était sicilienne et l'autre était russe. Eh bien, l'usage vocal chez l'un ou l'autre de ce foyer des grands-pères et des grands-mères était absolument pas le même. Hein, ma grand-mère sicilienne, quand elle appelait à manger, je peux vous dire que vous pouviez être 1 kilomètre, vous l'entendiez. Hein. Donc, utiliser la voix forte dans cette famille-là, c'était un usage vocal habituel. Et finalement, probablement que chacun d'entre nous, en imitant le geste des autres membres de la famille, apprenions à utiliser la voix forte comme une modalité vocale tout à fait habituelle. Ce qui n'était pas du tout le cas dans le foyer russe, où là, c'était plutôt très froid, avec une voix qui était souvent très grave, mais qui était assez peu forte. Donc voilà, alors ça, on pourrait parler des heures, des influences de la culture et de la société sur la voix, mais pour que vous voyez chacun d'entre vous, finalement, comment vous avez construit cet équilibre. Alors la voix professionnelle, elle est parfois le résultat d'un équilibre qui est précaire. Alors je dirais souvent précaire. Pourquoi ? Parce qu'un professionnel de la voix tel qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui a une charge vocale professionnelle extrêmement importante. D'abord en durée, il n'y a pas beaucoup d'autres professions où on parle aussi longtemps. Ensuite en intensité, il n'y a pas non plus beaucoup de professions où l'on parle aussi fort et aussi longtemps, dans un environnement qui n'est pas toujours favorable et avec un bruit ambiant. Alors, je pense souvent aux petites classes notamment, où le bruit de ces 30 ou 35 petits-enfants est forcément important puisque ces enfants ne restent pas assis immobiles pendant que leur enseignant utilise sa voix. Et donc, pour contrer cette charge vocale, il faut que le professionnel de la voix développe un geste vocal qui lui permette d'assurer cette charge vocale. Alors, ce geste vocal, il est parfois naturel, c'est-à-dire que l'enseignant s'est rendu compte de rien et il a une voix tout à fait efficace qui lui permet à la fois
de vivre sa vie d'enseignant, mais aussi sa vie de parent, pardon, peut-être sa vie de supporter de foot, d'entraîneur de basket, enfin tout ce de chanteur, pourquoi pas. Mais c'est quand même les cas les plus rares. Et dans la plupart des cas, pour que ce geste vocal parvienne à contrer la charge vocale, il a fallu passer par de la formation, il faut un réaménagement du fonctionnement psychomoteur et il faut avoir connaissance d'un minimum de règles en matière d'hygiène vocale. Et vous vous en doutez, ces éléments sont souvent absents, ce qui fait que la charge vocale est souvent bien supérieure à ce que le geste vocal, lui, peut produire comme efficacité vocale. Et c'est dans ce contexte-là que le masque, finalement, vient encore plus déstabiliser un équilibre qui était précaire. Et je dirais que dans ce que j'ai ressenti des remontées des enseignants, notamment que je rencontre très souvent au cabinet, c'est que le masque, finalement, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire qu'avant le masque, c'était déjà pas terrible comme équilibre, mais heureusement, il y avait les week-ends, il y avait les vacances, ce qui permettait finalement à la voix de tenir. Mais là, avec l'arrivée du masque, eh bien, pour un certain nombre d'enseignants, la voix ne tient plus. Et j'ai eu vraiment énormément de demandes de rendez-vous juste avant les vacances de la Toussaint, notamment. Alors finalement, parler avec un masque, c'est retrouver un équilibre vocal ou trouver un nouvel équilibre vocal. Alors, comment trouver cet équilibre vocal ? Pour moi, la pierre angulaire, celle qui est la base un petit peu de ces pierres que vous voyez construites, celle qui devrait avoir l'assise la plus importante, c'est la formation. Or, vous en serez d'accord avec moi, j'imagine, vous n'avez pas, vous enseignants, de formation concernant l'usage de la voix parlée. Alors, il y a des stages, hein, je suis d'accord, peut-être certains d'entre vous chantent dans des chorales. Le problème de la formation de la voix parlée, c'est une formation à part entière, c'est-à-dire qui, à mon sens, devrait prendre au minimum une séance par semaine pendant toute une année. Et c'est une formation pour la voix parlée, ce n'est pas une formation pour la voix chantée. Il y a quelque temps, enfin très souvent quand j'étais invitée auparavant pour parler de difficultés vocales, la partie pratique était assurée par une chanteuse ou une prof de chant ou une chef de chœur. Alors c'était vraiment super parce qu'on passait un très bon moment à chanter tous ensemble, mais la voix chantée, ce n'est pas la voix parlée. Les modulations, les réglages de la voix parlée sont totalement différents de la voix chantée. Et si on veut avoir une formation en voix parlée, il faut une formation véritablement dédiée au mécanisme de la voix parlée. Et je milite vraiment pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps pour que cette formation, elle commence déjà dans les INSPE. Alors, ça frémit. J'ai été contactée il y a quelque temps et donc on va visiblement commencer à organiser ça à partir de la rentrée 2021. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas combien d'heures, mais j'ai l'impression qu'il y a un frémissement à ce niveau-là. Alors l'autre point, l'autre pierre angulaire qui permet d'avoir vraiment une stabilité importante de l'édifice vocal, c'est l'hydratation. On a vu tout à l'heure pourquoi. Alors, comment s'hydrater? On l'a vu, c'est la prise de boisson, mais c'est aussi les règles d'hygiène vocale. Alors, peut-être je vais parler de tous les éléments et puis si vous avez des questions, on parlera d'hygiène vocale après. Et je dirais que parmi les règles d'hygiène vocale qui sont vraiment fondamentales pour l'hydratation, c'est la ventilation nasale. Ventiler par le nez, ça permet d'une part de réchauffer l'air, ça lui permet de débarrasser l'air de l'empoussièrement et ça permet surtout d'hydrater l'air. Donc cet air qui arrive dans notre corps, il est humidifié par son passage dans les ventilations nasales et il permet de ne pas déshydrater la muqueuse de la gorge et celle des cordes vocales. Et c'est vraiment un élément très important. Alors, si vous me regardez actuellement, vous avez peut-être pu remarquer que quand je parle et quand je parle en permanence, eh bien, les reprises d'air se font par la bouche. Oui, pourquoi? Parce que d'abord, ça permet des reprises d'air avec des volumes plus importants, plus rapides aussi, puisque je vous l'ai dit, le nez, c'est quand même le siège de beaucoup de résistance. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe quand je ne parle pas. Donc, la plupart du temps, quand on ne parle pas, il faut ventiler par le nez. Alors, si on ne peut pas ventiler par le nez, pour X raisons, il faut vraiment consulter son médecin ou consulter un ORL.
La base de l'hydratation des cordes vocales en particulier, c'est la ventilation nasale. Donc, il faut le plus possible ventiler par le nez, y compris la nuit. Donc, quelqu'un qui se réveille la nuit pour boire ou qui se réveille le matin avec la langue collée au palais, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est quelqu'un qui ne ventile pas par le nez la nuit. Donc, ça veut dire que pendant toute la nuit, alors que ça devrait être un moment où l'hydratation de ses muqueuses est maximale, eh bien lui, il déshydrate ses muqueuses. Donc, l'utilisation vocale dans la journée sera rendue encore plus difficile. Donc là aussi, c'est vraiment important de consulter pour avoir une ventilation nasale efficace. Alors, on l'a vu, le fait de porter un masque, en tout cas moi ça m'a beaucoup gênée au départ avec les masques chirurgicaux, c'est le fait que ce masque vient se coller en permanence sur l'orifice buccal. Et là, il y a des solutions toutes simples qui sont celles des supports de masques en 3D. Donc, je vous ai mis une image. Il y en a, j'en ai un là dans la main. Donc, ces petits supports, je vous montrerai peut-être comment on les met tout à l'heure quand on sera sorti du PowerPoint. Mais pour moi, ça a été un élément vraiment de confort extrêmement important, puisque moi, je parle toute la journée, comme peut-être pas autant que vous, parce que je ne parle pas aussi fort que vous. Mais je dois dire que ça a véritablement changé mon confort respiratoire, bien que ça ne diminue pas l'effort respiratoire, mais le fait de ne plus avoir ce masque collé sur la bouche, ça a vraiment généré du confort. Alors, il semblerait aussi, quelqu'un m'a fait cette remarque, que lorsqu'on utilise le support de masque sous le masque, il y aurait moins de buée sur les lumières, sur les lunettes, pardon. Et alors moi, je porte des lunettes pour voir de près, mais uniquement pour ça. Donc, effectivement, je n'avais pas fait attention, mais c'est tout à fait possible que le port du masque fait qu'il y a moins de buée sur les lunettes. Alors, on l'a vu tout à l'heure, pour faciliter la prise de parole avec un masque, on a besoin de l'air pour parler, de l'air expiré, et donc on va moins se fatiguer si on ventile avec la partie basse des poumons plutôt qu'avec la partie haute des poumons. Donc ça, vous vous rappelez, ça nécessite qu'on s'entraîne et qu'on change un peu le naturel de la respiration. L'autre point très important, et là je dirais que c'est vrai avec période où on utilise un masque, mais aussi et surtout, parce que j'espère qu'elle sera beaucoup plus longue, les périodes où on n'aura plus besoin de masque, c'est l'échauffement vocal. Dans les formations que j'assure sur la voix, je compare les enseignants à des sportifs de la voix. Et aucun sportif ne commencerait son effort sportif sans s'échauffer auparavant. Et donc, l'échauffement vocal est fondamental pour déjà assouplir les tissus, faire monter progressivement la température dans les muscles qui vont être sollicités par l'utilisation de la voix. Et l'échauffement vocal, ça ne nécessite pas beaucoup de temps, 5 minutes, ça suffit. Et on pourra voir aussi ensemble comment on peut faire un échauffement vocal tout à fait rapide avant de commencer à utiliser professionnellement sa voix. L'autre élément très important, c'est d'avoir des temps de récupération vocale. Et alors ça, c'est la grande problématique pour les enseignants, c'est-à-dire que vous parlez tout le temps, vous avez des classes à gérer, certains d'entre vous ont des doubles niveaux, donc ça c'est encore pire, parce qu'on pourrait imaginer que pendant que les enfants font un travail en autonomie ou un travail écrit, eh bien l'enseignant, c'est pour lui un temps de récupération, et là aussi, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de temps de récupération, 1 minute, 30 secondes, c'est déjà important, c'est déjà du temps de récupération. Or, on se rend compte en discutant avec certains de vos collègues que ces 2 ou 3 minutes, ils ne les ont même pas parce que, par exemple, ils ont des cours avec plusieurs niveaux. Alors, il n'y a pas que les temps de récupération pendant les heures de classe, il y a aussi les temps de récupération en dehors des heures de classe. Et par exemple, le temps du midi. Et le temps du midi, on se rend compte aussi par le retour des enseignants, alors peut-être moins maintenant puisque avec les gestes de distanciation, c'est peut-être plus possible, mais souvent les enseignants soit mangent ensemble et donc continuent de parler pendant la pause du midi. Et donc il n'y a pas véritablement de rupture de l'utilisation vocale. Ce n'est plus le même type d'utilisation vocale, mais c'est toujours de l'utilisation vocale. Et surtout, c'est une absence de temps de récupération vocale. Donc, on réfléchit beaucoup actuellement avec les enseignants. Donc, il y a plusieurs mémoires d'orthophonie qui ont été faits là-dessus pour les inciter, pour développer cette notion de temps de récupération vocale.
Alors l'autre point, c'est apprendre à parler fort. Mais apprendre à parler fort sans se faire mal. Parce que le problème, si on parle fort simplement en augmentant l'énergie qu'on va développer au niveau des cordes vocales, eh bien, on va vite tomber dans le forçage vocal et finalement, on va se casser plus vite la voix. Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est acquérir des techniques, et il y en a, des techniques de voix parlée qui permettent d'augmenter l'intensité de la voix sans se fatiguer et sans surtout abîmer les cordes vocales. L'autre point, qui est plutôt à destination de l'auditeur, c'est celui de moduler la voix. Quand on module la voix, eh bien, on est mieux compris. Moduler la voix, c'est-à-dire la faire varier sur le plan de la hauteur. Partir des graves, monter dans les aigus, mettre des aigus en milieu des phrases. Donc ça, c'est important parce que ça stimule le cerveau, ça stimule l'attention et ça améliore le décodage du message vocal. Pour le locuteur, c'est très important parce que quand on module la voix, quand on passe du grave à l'aigu, on ne fait pas travailler les mêmes muscles de l'appareil phonatoire. Et donc, pendant que certains muscles travaillent pour produire une voix grave, les muscles qui travaillent habituellement pour la voix aiguë sont au repos et inversement. Donc, moduler la voix, ça permet le repos de certains muscles. Autre point, c'est ralentir le débit de parole. On l'a vu, le masque baisse l'intensité de notre voix et il va baisser surtout l'énergie sur les zones aiguës qui sont les fréquences des consonnes. Donc, la personne qui se trouve en face de quelqu'un qui parle avec un masque, finalement, se trouve dans la même situation qu'une personne âgée qui a une presbyacousie. Quand on vieillit, les fréquences graves, on continue à les entendre parfaitement. Par contre, on perd progressivement la capacité d'entendre les sons aigus quand ils sont faibles. Et du coup, ça va gêner la compréhension de la parole parce que les consonnes sont moins bien entendues et elles sont d'autre part masquées par les graves. Il y a un effet de masque en plus. Et de ce fait, très rapidement, les personnes âgées entendent une marmelade de paroles. C'est-à-dire qu'au lieu d'entendre « bonjour, comment ça va ?», ils vont entendre « donc ils continuent à entendre. Au niveau de l'audition, il n'y a pas, pour eux, dans leur esprit, il n'y a pas eu de modification, à part qu'ils n'entendent pas les consonnes qui viennent un petit peu séparer l'énergie des voyelles. Et c'est pour ça qu'ils vont dire « moi j'entends bien », ce sont les autres qui articulent mal, parce qu'en fait, ils n'entendent plus les consonnes. Eh bien, quand on ralentit le débit de la parole, ça va permettre d'accentuer les consonnes et d'avoir un peu plus de temps pour les réaliser, donc de mettre de l'énergie dans les consonnes. Or, les consonnes, c'est un phonème, ce sont des phonèmes particuliers parce que, en tout cas au moment de leur réalisation, ils ne nécessitent pas l'activité des cordes vocales. Donc, les consonnes sourdes se font sans activité des cordes vocales, ce qui est le cas pour le p ou le s. Donc, dans ces consonnes, il n'y a pas d'activité des cordes vocales. L'activité des cordes vocales va venir avec la voyelle suivante. Pour les consonnes sonores, comme le ba ou qu'est-ce que je dirais, le za ou le ja, eh bien, l'activité des cordes vocales vient pareil en deuxième temps. On a d'abord le point d'articulation, qui peut être une explosion, qui peut être une constriction, et c'est seulement après que vient la vibration des cordes vocales. Donc, si on focalise l'énergie sur la réalisation de la consonne, on va augmenter le volume global de la voix, mais sans solliciter plus les cordes vocales. On dit dans les formations que la consonne va servir de tremplin à la voyelle. Et c'est sur le tremplin qu'on met de l'énergie et la voyelle va se glisser sur l'énergie créée par la consonne. Et ça, ce n'est possible que si on ralentit le débit de parole. On en a parlé, il faut augmenter la communication non verbale, donc les gestes avec les mains, montrer, faire des grands yeux, voilà, hein, pour donner des indices que d'habitude on aurait sur le bas du visage. Il faut essayer de réduire le bruit ambiant. Vous vous rappelez, pour que la parole de l'enseignant soit intelligible, il faut qu'elle soit située 15 décibels au-dessus du bruit ambiant. Donc, on a deux possibilités, soit on augmente l'intensité de la voix, soit on baisse le bruit ambiant. Donc, comment baisser le bruit ambiant ? Il faut jouer déjà sur le bruit du mobilier,
Donc, faire en sorte qu'il n'y ait pas de pieds ou de chaises qui grincent sur le sol. Donc, mettre, je ne sais pas, soit des petits bouts de moquette, soit des balles de tennis sur les pieds de table et les pieds de chaise, par exemple. On peut aussi jouer sur les matériaux qui constituent la classe pour diminuer la réverbération, le temps de réverbération notamment. C'est-à-dire que quand je parle, si je suis dans une pièce où il y a énormément de réverbération, ma voix va rebondir sur les murs de la salle et elle va rester présente un certain nombre de temps. Et donc, la suite de mon message, il va falloir que je la fasse plus fort, puisqu'il va falloir que je dépasse déjà cette réverbération de ma voix qui a été produite 1 ou 2 secondes auparavant. Donc pour ça, il faut couvrir les murs de matériaux absorbants, comme des tissus, par exemple. Alors l'idéal, ce serait que toutes les salles de classe soient étudiées sur le plan acoustique pour réduire au maximum la réverbération et peut-être même, je dirais, en amont même de la réverbération, faire en sorte que sur le plan acoustique, on n'ait pas dans la salle, dans les salles de classe, le bruit environnant des salles de classe. Ça, ce serait vraiment l'idéal, mais je crois que non, c'est encore du domaine de l'utopie. Et puis, dernière possibilité, si vraiment malgré tout ça, on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à parler plus fort, dès les premières heures ou les premières minutes, on va dire, d'utilisation vocale, on a des sensations extrêmement gênantes au niveau du cou, ou bien que la voix ne tient pas, au bout d'une demi-heure, la voix se dégrade, ou même qu'elle s'interrompt complètement, eh bien, on peut utiliser une amplification vocale. Il existe maintenant des amplificateurs de voix portables qui sont tout à fait performants et dont les prix surtout ont énormément baissé. Alors l'amplification vocale, c'est déjà quelque chose qu'on utilise avec certains enseignants, dans la plupart du temps parce qu'ils sont déjà en situation de handicap sur le plan vocal, et l'utilisation d'une amplification vocale leur permet de continuer leur travail d'enseignant. Mais ça pourrait être, pourquoi pas, une solution temporaire pour les enseignants qui, avec le masque, sont en grande difficulté pour produire leur voix. Alors voilà un exemple d'amplificateur de voix. Alors juste pour vous montrer de quoi c'est constitué. Donc on a un haut-parleur que l'on va fixer à la ceinture par exemple ou en bandoulière. Il est relié à un casque, donc généralement un micro-casque que l'on va mettre au niveau de la tête, et il faut bien entendu que la bonnette soit à distance du masque pour qu'elle ne frotte pas contre le masque. Et au niveau du haut-parleur, on a une amplification qu'on peut régler en fonction des besoins. Alors il y a des modèles qui fonctionnent à pile, d'autres modèles qui sont rechargeables. Le prix actuel, on va dire qu'on a un très bon amplificateur de voix entre 50 et 100 euros. Il y a quelques temps encore, une année, voire 2 années, on était plutôt entre 200 et 300 euros. Donc là, les matériels ont énormément baissé au niveau du coût. Voilà, pour terminer, on est à une époque où il y a énormément de moyens de se former. Bien entendu, l'idéal, ce serait que chaque professionnel de la voix ait reçu au cours de sa formation préalable une formation pour la voix parlée, et pourquoi pas déjà former nos élèves qui seront de futurs professionnels de la voix à une éducation de la voix. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de moderne. Chez les Grecs et chez les Romains, l'enseignement de la rhétorique était déjà fait. Et donc, on pourrait peut-être envisager, pourquoi pas, une formation, une éducation à la voix. Alors, il y a de la formation professionnelle. Alors, on pourra en parler, bien entendu, la plupart du temps sous la forme de stages très courts, une demi-journée dans une vie d'enseignant. À part le sensibiliser, je ne suis pas tout à fait certaine que ça l'aide beaucoup. Il y a maintenant de plus en plus de formations en ligne, et l'arrivée du Covid a déclenché une multiplication de ces formations, et la plupart, ou en tout cas celles que je connais, sont vraiment excellentes. Et finalement, l'outil informatique est tout à fait adapté à ces formations. Il y a beaucoup de conférences, et je me permettrai de vous donner le lien d'une future conférence, enfin d'une conférence que l'on fait maintenant avec une collègue depuis 3 ou 4 sessions depuis le problème du masque, et il y a encore une date le 25 novembre, donc je donnerai les coordonnées si vous le souhaitez. Il y a des livres, bien entendu, il y a des vidéos, des podcasts et des journées comme celle-ci. Voilà, je vous remercie.
Alors, on a eu plusieurs questions, notamment sur l'hydratation. Vous disiez que c'était important de s'hydrater régulièrement. Et donc là, on a le souci parce qu'en classe, on doit garder le masque. Et donc, à chaque fois qu'on s'hydrate, on doit enlever le masque. Donc, comment faire? Eh ben, j'ai pas de solution miracle, à moins d'utiliser une paille, mais bah, il faudra bien faire pénétrer la paille. Alors moi, non, sincèrement, j'ai pas de solution miracle. Moi, je peux vous dire ce qu'il faut faire pour avoir une voix, quand on est professionnel de la voix, pour avoir des cordes vocales qui soient en pleine forme toute la journée. Il faut boire et d'une manière générale, on dit une gorgée au minimum tous les quarts d'heure. Et alors souvent, moi, ce qui m'est répondu de la part de vos collègues, c'est OK, mais j'ai pas le temps d'aller aux toilettes. Et donc un nombre incalculable d'enseignants se mettent en restriction hydrique tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas aller aux toilettes. Et ça, c'est pour moi, il n'y a pas de solution, quoi. Je veux dire, vous êtes professionnel de la voix, vous avez besoin d'avoir des cordes vocales hydratées pour qu'elles fonctionnent en sur-régime, parce que c'est vraiment le cas. Et vous ne pouvez pas vous hydrater tout simplement parce que vous ne pouvez pas aller aux toilettes. Donc là, je crois qu'il est vraiment temps de réfléchir à l'organisation d'une journée de classe pour un enseignant. Alors, si je peux me permettre en tant que délégué syndical, je pense qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la revendication, mais là, je pense que personne n'a jamais interdit aux enseignants d'avoir une bouteille d'eau en classe. Et puis, il y a forcément un coin de la classe où on peut s'isoler, baisser son masque pour boire une gorgée d'eau de temps en temps. Et c'est sûr qu'après, il y a les récréations et les pauses de midi, mais je pense qu'il faut un minimum de bon sens. Il est important de s'hydrater et puis de prendre ces 2 minutes une fois de temps en temps pendant la demi-journée. Et c'est vrai que là, on a un retour d'une personne qui est en maternelle. En maternelle, on n'a pas les pauses récré ni rien. On enchaîne, c'est vrai, toute la matinée sans avoir le temps forcément de s'isoler ou de… Voilà. Donc, c'était ça. Et je pense que, en fait, l'inquiétude vient du fait, est-ce qu'on peut nous reprocher d'enlever le masque pour boire? Voilà. Parce que on sait très bien qu'on nous culpabilise sur certaines choses et sur le risque de contamination. Et comme les enfants n'ont pas de masque en plus en maternelle, je pense que c'est ce qui inquiète les collègues en fait. Alors, si je peux me permettre d'intervenir, je pense vraiment que oui, on peut retirer ponctuellement le geste, disons, de décrocher le masque, de porter une gorgée à sa bouche et de remettre le masque, il n'est pas reprochable. Hein, c'est possible. Donc, il faut le faire. Oui, il faut le faire. Voilà, c'est important. Voilà. Alors, oui, alors il y avait quelqu'un qui proposait le camelback. Vous savez, c'est le petit sac à dos avec on s'équipe normalement pour VTT, mais pourquoi pas. Alors, ensuite, on avait des questions par rapport oui, aux cordes vocales aussi. Beaucoup d'enseignants souffrent des cordes vocales. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont opérés pour ce problème et ce n'est pas reconnu comme maladie professionnelle. Donc là, c'est vrai que… est-ce que vous avez des réponses par rapport à ça aux personnes que vous voyez est-ce qu'elles sont reconnues ou… Alors, moi, peut-être que Brigitte pourra nous répondre plus efficacement que moi, parce que au niveau de la santé publique, moi, je suis peut-être un peu loin. Moi, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la reconnaissance de travailleurs handicapés pour motif vocal existe. Donc, moi, j'ai un certain nombre de patients pour qui on fait des RQTH, donc auprès de la MDPH, ce qui leur permet d'avoir, alors pas forcément des privilèges, si on peut parler de privilèges, mais au moins ça appuie les demandes d'aménagement qu'on va faire. Par exemple, des allègements de services ou une demande d'équipement particulier dans la salle de classe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. Mais effectivement, ce n'est pas reconnu comme maladie professionnelle. Oui, alors sur les reconnaissances en maladie professionnelle, il y a un système de tableau qui permet une reconnaissance relativement simple avec une présomption d'imputabilité. Mais là, on est hors tableau. Il n'y a pas de tableau de maladie professionnelle pour les atteintes de la voix. Et donc, ça suppose deux conditions. D'abord, qu'il y ait une incapacité permanente qui soit évaluée à 25%. Donc, c'est toujours difficile d'évaluer cette incapacité, mais il faut qu'il y ait un critère de gravité qui soit là. Je pense que pour quelqu'un qui travaille avec la voix, les 25%, quand on ne peut pas parler, ils devraient être largement considérés comme là. Et il faut pouvoir établir le lien direct et essentiel entre le travail et l'atteinte. Alors, le lien direct, il est évident.
Le lien essentiel, ça supposerait que la personne n'ait pas forcément des activités extra-professionnelles trop importantes, mais enfin, ces activités extra-professionnelles ne regardent pas l'employeur. On n'a, à ma connaissance, pas de reconnaissance pratiquement d'atteinte de la voix depuis qu'on a ce tableau avec les 25%. Ça fait 3 ans à peu près qu'on a cette contrainte des 25%. Quand il n'existait pas, c'était possible de faire reconnaître des maladies professionnelles de la voix, puisqu'il n'y avait pas de critères de gravité. En revanche, il y avait toujours la charge de la preuve, qui a toujours existé. Sur la reconnaissance du handicap, il faut encourager les personnes qui ont des problèmes de voix à faire reconnaître un handicap. Ça nous permet aussi de justifier des aménagements d'emploi du temps, alors qu'ils sont, là encore, il y a toujours une grosse inégalité premier et second degré. Les contraintes sont beaucoup plus importantes, souvent dans le premier degré. Et sur les aménagements d'emploi du temps, dans le premier degré, on peut très peu en faire en dehors des allègements qui sont en nombre très limité, en particulier dans le premier degré. Mais dans le second degré, on peut faire des demandes aussi pour qu'il n'y ait pas plus d'un certain nombre d'heures consécutives, qu'il y ait des repos vocaux, etc. Et on encourage aussi beaucoup les enseignants, comme le disait Elisabeth Perry, à aussi adapter leur pédagogie à leur handicap et à faire finalement de leur handicap un outil pédagogique en se réservant des temps de pause. Donc il ne s'agit pas de dégrader la pédagogie, bien au contraire, mais de réfléchir à comment on peut tout concilier. Et paradoxalement, un handicap qui oblige finalement à donner plus d'autonomie aux élèves, à s'octroyer des temps de pause, peut être un atout pédagogique quand on sait mettre en place ce qui va être bon pour l'enseignant, va parfois aussi être bon pour la classe et le travail des élèves. Donc il y a aussi là des équilibres à trouver pour que le travail garde son sens et que les enseignants se sentent bien dans leur enseignement, malgré ce handicap qui, encore une fois, est un handicap énorme. Alors, on a pas mal de questions sur l'hygiène vocale, si on pouvait un petit peu développer ce point-là, les échauffements à faire et réexpliquer rapidement la ventilation basse des poumons. Quel exercice faire pour s'entraîner à le faire? Alors, peut-être la ventilation déjà. Donc, il y a vraiment un exercice très simple. Soit peut-être vous le faites spontanément. Donc, si vous le faites spontanément, il ne faut rien changer. Pour se rendre compte si on ventile avec la partie basse des poumons, en fait, il suffit de poser donc les mains comme ça. Vous voyez, comme les doigts en arc de cercle. Et on va les poser. Alors, je vais peut-être me mettre debout, comme ça vous verrez mieux où je les mets. Donc, ici, sur les côtes les plus basses. D'accord ? Et ensuite, vous allez prendre une inspiration et vous allez essayer de sentir la partie latérale de vos côtes qui pousse sur vos mains, comme ça. En fait, vous n'allez pas… On a un peu l'impression, quand on respire, qu'il faut que ça gonfle comme ça. Parce qu'on nous a dit qu'il faut gonfler le ventre. Donc, c'est vrai, c'est très bien. Mais là, en fait, ça, c'est bien quand on a le temps, quand on réfléchit, quand on chante. Quand on parle, on n'a pas le temps. Donc, il faut aller quelque chose de très simple. Donc, on met les mains comme ça. Et en prenant de l'air, on va sentir, vous voyez, là, je le fais sans rien dire. Je sens ma cage thoracique qui pousse sur mes mains. Donc, ça, il faut passer par un entraînement. Parce que soit c'est naturel, et tant mieux, vous le faites déjà, il n'y a pas de souci. Soit c'est pas naturel, et pour que ça devienne automatique, il va falloir le faire beaucoup. Et il faut d'abord le faire quand vous n'en avez pas besoin. Donc, à un moment où vous êtes tout attentif à ce geste, et donc, par exemple, ça peut être le soir avant de s'endormir, par exemple, vous allez respirer calmement en posant vos mains sur cette partie-là de la cage thoracique, et vous allez essayer de respirer calmement en faisant le moins d'efforts possible et en vous concentrant sur cette partie-là. Et donc, ça, c'est la première phase, on va dire, de l'entraînement. La deuxième phase, ça va être essayer de le faire sans mettre les mains. Donc, on va respirer de la même façon et puis de temps en temps, on mettra la main pour contrôler que ça bouge bien. Et puis, la phase suivante, ça va être essayer de le faire dans d'autres positions que la position allongée. Par exemple, en position assise, et là, pareil, sans les mains, et puis de temps en temps, on contrôle qu'on le fait bien. Donc, ça peut être debout, en marchant, pourquoi pas, et puis ensuite, en parlant. Donc, voilà, il va falloir le faire progressivement et à force de le faire, ce geste deviendra un geste habituel. Voilà, par exemple, pour la ventilation. Alors, l'autre question, c'était sur l'hygiène vocale. Oui, l'échauffement et puis l'hygiène, du coup, dont vous parliez, l'hygiène vocale, voilà, des petites choses à faire au quotidien. L'hygiène vocale, c'est vraiment quelque chose dont on pourrait rester toute une journée à parler d'hygiène vocale, tant il y a de points sur lesquels on peut jouer. Donc, le premier point, c'est l'hydratation. Donc ça, on a vu pourquoi. Alors, j'ai vu passer quelques petites questions auxquelles je peux répondre tout de suite. Est-ce qu'il faut boire chaud ou est-ce qu'il faut boire froid, par exemple ? Alors, je dirais que ça dépend
de l'état de votre gorge et de ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, pour moi qui suis en train de parler, donc je réalise un effort musculaire au niveau de mon appareil phonatoire et notamment au niveau des cordes vocales, mais aussi de toute la musculature qui positionne en permanence mon larynx pour mettre les cordes vocales dans le niveau de tension adéquat à mon projet vocal. Donc là, je suis plutôt en activité physique et quand on est en activité physique, il vaut mieux maintenir la musculature au chaud. Donc, et ça, c'est par exemple pourquoi certaines personnes se sentent beaucoup plus confortables quand elles portent un foulard, parce qu'elles maintiennent leur musculature au chaud. Et donc, le fait de boire chaud, on aura le même effet. On va maintenir la musculature au chaud et donc les muscles fonctionnent plus facilement. Donc, je dirais que pour un effort vocal, il vaut mieux boire chaud. Maintenant, si on a mal à la gorge parce que c'est une période d'irritation, à ce moment-là, il vaut mieux boire froid parce que le froid a des vertus antalgiques. Donc, si on a mal à la gorge, c'est plutôt le froid qu'il faut boire. Alors, si on a mal à la gorge et qu'on doit parler, eh ben, il faut trouver un mixte entre les moments où on boit froid et les moments où on boit chaud. Alors, peut-être mettre un foulard et puis boire froid. Enfin, voilà, trouver les solutions. Alors, l'hydratation, la question qu'on me pose aussi souvent, c'est quoi boire ? Bien sûr, l'eau plate est la meilleure des boissons pour s'hydrater. Mais par exemple, est-ce que le café, le thé, la tisane sont des bonnes solutions pour s'hydrater ? Alors, la tisane, oui. Le café et le thé, non. Le café et le thé ne sont pas des bons… pardon, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Pardon. Ne sont pas des bonnes boissons d'hydratation parce que la caféine qui est présente dans le café et dans le thé est un vasoconstricteur. Qu'est-ce que c'est qu'un vasoconstricteur ? C'est un produit qui resserre la paroi des vaisseaux et qui empêche l'eau de sortir des vaisseaux pour se retrouver, notamment dans les cordes vocales. Donc, boire du café et du thé avant ou pendant une prestation vocale, ça ne favorise pas l'hydratation des cordes vocales. Donc, il vaut mieux boire de l'eau ou de la tisane. On n'a pas le même phénomène avec de la tisane. Voilà, je me coupe là, mais on pourrait parler d'autres choses. On pourrait parler des boissons gazeuses, de l'alcool. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient être abordées. Vous avez parlé d'échauffement, je crois. Oui, un petit échauffement, des choses à faire. Alors, ce qui est très important pour échauffer les cordes vocales, je dirais que la première des choses à faire, c'est de les hydrater dès le lever, c'est-à-dire dès le premier pied au sol. Commencez par hydrater votre corps, dont les cordes vocales, avant même qu'elles se mettent à fonctionner. Et ceci d'autant plus si vous avez l'impression de vous réveiller avec la bouche sèche, la langue collée sur le palais. Hein. Ça, vous pouvez être sûr que si votre bouche est sèche, vos cordes vocales sont déshydratées, elles aussi. Hein. Ensuite, ça dépend si vous allez parler avec votre entourage familial ou pas le matin, ou si vous parlez doucement ou pas. On n'a pas forcément besoin de s'échauffer pour parler avec ses proches, hein, sauf si on doit crier dès le matin parce qu'il faut activer un petit peu tout le monde. Donc ça va dépendre un peu de chacun. Mais en tout cas, donc, il faut prendre 5 minutes pour chauffer la voix. Et l'idéal pour chauffer la voix, c'est de faire ce qu'on appelle des sons bouche fermée. Pourquoi bouche fermée ? Parce que quand on fait vibrer nos cordes vocales et qu'on laisse fermer les cavités au-dessus, on crée ce qu'on appelle une impédance rapportée sur le larynx. C'est-à-dire que le son qui va sortir de nos cordes vocales, qui va passer dans les cavités, va venir buter sur les lèvres et une part de cette énergie va revenir en arrière sur les cordes vocales et va masser les cordes vocales. Donc les sons bouche fermée sont un excellent exercice d'échauffement des cordes vocales. Donc on va faire d'abord sur une hauteur qui nous paraît tout à fait confortable, puis ensuite on va faire des petites sirènes. Et ensuite, alors je bouge mes lèvres parce que quand je fais ça, en fait j'ai l'habitude de le faire, hein, je parviens à un équilibre tel au niveau des résonateurs que en fait je mets mes lèvres en vibration. Et ça provoque en fait une petite vibration, ce qui est pour moi un indice de bon équilibre à la fois de la poussée au niveau des cordes vocales et du relâchement des résonateurs. Donc si vous sentez cette petite vibration au niveau de vos lèvres, c'est que vous êtes arrivé dans un bon accord entre la force qui fait vibrer vos cordes vocales et le relâchement des résonateurs. Donc c'est un exercice de relâchement en fait. Hein. On met les cordes vocales en mouvement, mais sans mettre de force importante sur les cordes vocales. Et on peut le finir en faisant vibrer les lèvres, en fait en faisant… Donc, hein, sur une… alors, on peut s'aider en faisant…
Alors ça, il faut le faire tout seul parce que ça génère beaucoup de gouttelettes. Hein. Donc, il vaut mieux pas vaut mieux le faire dans sa voiture, par exemple, hein, ou en tout cas dans sa salle de bain, en train de se coiffer les cheveux. Et donc, pareil, on commence par une hauteur qui est confortable et puis on fait ensuite des petites sirènes. Et ça, déjà, ça suffit. Donc, si vous avez hydraté vos cordes vocales, que vous avez commencé votre production vocale avec des sons bouche fermée, puis avec des petits sons de vibration, vous faites la trompette avec les lèvres, vous faites ça tous les matins, vous avez un bon échauffement vocal. Il y avait aussi une question, est-ce que vous avez des tisanes à conseiller plus particulièrement, gingembre, miel, thym, quelque chose qui serait plus efficace? Alors, le thym a des vertus désinfectantes, donc il est conseillé quand vous avez une irritation de la sphère ORL. Je ne sais pas si dans les tisanes au miel, il y a du miel. En tout cas, il y a un goût miel. Je ne sais pas si le miel est un aliment très connu en ORL pour ses vertus cicatrisantes. C'est-à-dire que quand vous avez mal à la gorge, que vous prenez du miel, eh bien, ça facilite la guérison de l'irritation de la muqueuse de la gorge. Ça, c'est lié au fait que le miel contient énormément de sucre et donc ça a un pouvoir osmotique tel qu'il fait complètement éclater la paroi, notamment des bactéries. Mais par contre, le miel n'a strictement aucun effet sur la vibration des cordes vocales. Donc, c'est un aliment qui a une excellente réputation pour les muqueuses qui sont en contact avec lui. Or, les cordes vocales ne sont jamais au contact avec les aliments que l'on avale, que ce soit des liquides ou des solides. Mais effectivement, le miel a une excellente réputation et qui est prouvée. Hein. Je veux dire, il y a des études qui ont. Et puis, avant l'ère des antibiotiques, notamment, on utilisait le miel sur des plaies pour favoriser leur cicatrisation. Alors, on a des questions sur le support de masque que vous avez montré. Oui. Est-ce que vous pourriez montrer comment le mettre avec le masque et aussi où est-ce qu'on peut se le procurer? Si vous pouviez montrer l'image aussi à quoi ça ressemble, certains n'ont pas bien vu. La réponse de où on peut se le procurer, c'est vraiment partout et notamment en ce moment sur Internet, hein, sur un site qui commence par A et qui finit par N. Vous en trouvez des quantités astronomiques. Vous en avez généralement une dizaine pour moins de 10 €. Donc, ce n'est vraiment pas la peine de mettre plus hein, dans ce… Alors, il y en a de toutes sortes. Ce qui est très, très important, c'est de prendre des masques avec de chaque côté ces petites languettes. Parce qu'il y en a qui sont vendus sans languette, donc comme ça uniquement, et donc qui ne sont pas fixés dans le masque. Et ceux-là sont très gênants parce que quand vous allez parler, donc le masque va se mettre comme ça, et donc s'il n'est pas fixé au masque, au bout d'un moment, vous avez le support qui monte ou qui descend au fur et à mesure de la parole. Donc, sur un masque en papier, par exemple, hein, donc vous prenez la face qui va être contre votre visage, il y a le pli supérieur, et donc on va mettre la petite languette du support sur le pli supérieur, comme ça et comme ça. Voilà. Donc le masque, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc de chaque côté, les languettes sont fixées sur le pli supérieur du masque. D'accord ? Et donc ensuite, on positionne le masque sur le visage. Donc on va étirer le masque ensuite, le pincer là pour la partie solide. Et voilà. Et quand je vais faire le test par rapport aux lunettes, oui, c'est vrai. En fait, j'étais plus embêtée par la buée sur les lunettes, mais je pense que ce support, apparemment, il est aussi intéressant par rapport à la buée. Alors, moi, je travaille dans certaines situations puisqu'il faut que quand je regarde les cordes vocales de mes patients, ils enlèvent leur masque et j'entre dans leur bouche, donc je suis très près d'eux. Et donc, à ce moment-là, je change de masque et je mets un masque FFP2 pour ces moments-là. Donc, ça, c'est les masques FFP2. Et donc, vous voyez qu'ils ont une étanchéité beaucoup plus importante, ce qui fait que l'effort respiratoire est beaucoup plus important. Et je pense que vous entendez moins bien ma voix que tout à l'heure. Donc, ils sont aussi beaucoup plus occlusifs par rapport à la voix. Et là, ils sont aussi un peu gênants quand je respire, vous voyez. Ils sont aussi aspirés par mon acte d'aspiration. Mais comme, en fait, ils ont généralement une armature assez ferme ici, et ça ne se colle pas sur la bouche. Donc, ils sont moins gênants que les masques chirurgicaux. Et donc, je n'ai pas besoin de mettre de support de masque quand j'utilise les FFP2. Par contre, l'effort respiratoire, je peux vous dire qu'il est bien plus important que les masques chirurgicaux. Ils sont bien réutilisables, les supports de masque, on peut les désinfecter, les réutiliser. Ah oui, c'est du silicone. Hein.
Oui. Donc, vous le lavez à l'eau savonneuse. Hein. Il y a pas de... Puis, vous pouvez vous regrouper. Hein, je vous dis, moi, j'ai dû les acheter, je crois, 9,80 € les 15 ou les 10. Donc, voilà, avec un support, vous tenez. Hein, il y a pas de, ça n'abîme pas, c'est très solide. Hein, puis, c'est assez souple. Vraiment, j'ai l'impression que ça s'adapte à toutes les formes de nez, toutes les formes de visage. Hein, il n'y a pas... D'accord. Alors, il y avait une question sur le fait de racler sa voix. Quand on parle, la personne a dit qu'elle a entendu qu'il ne fallait pas racler sa voix quand on parle avant de prendre la parole. Pourquoi? Alors, le raclement, c'est en fait un mouvement dans lequel vous allez coller très fort vos cordes vocales, puis vous allez augmenter la pression de l'air dans vos poumons, et ensuite vous allez laisser passer l'air entre vos cordes rapprochées pour créer une forme de chasse d'eau, si vous voulez, comme un flux d'air qui serait un peu plus puissant que la respiration normale, afin de décoller les sécrétions, les soulever au-dessus du larynx, soit pour les cracher, ce que l'on fait habituellement pas ici en France, mais qu'on fait beaucoup en Chine, par exemple. Nous, plutôt, ici en France, on les ravale après. On les fait passer dans la voie digestive et on les avale. Donc, ce qui est dangereux avec le raclement, c'est ce qui se passe d'abord avant le raclement, le moment où vous serrez très fort vos cordes vocales, puisque dès que vous collez très fort vos cordes vocales l'une contre l'autre, eh bien, on crée des micro-traumatismes au niveau de la surface des cordes vocales. Alors, si on racle une fois par jour, ben, c'est pas grave. Mais si à chaque fois que vous allez commencer une phrase, vous raclez, en fait, ben, vous allez vraiment traumatiser vos cordes vocales. Et d'autre part, le moment où l'air passe entre les cordes vocales rapprochées, ça va créer un autre type de traumatisme, ça va créer des forces de cisaillement. C'est-à-dire cet air qui passe entre les cordes vocales va tirer la muqueuse et l'abîmer aussi, créer un nouveau traumatisme. Et donc, on va accumuler les traumatismes. Alors, si en plus, on passe sa journée à parler, donc on a aussi des micro-traumatismes qui sont liés à l'utilisation de la voix, donc on accumule des micro-traumatismes. Si on a des temps de récupération suffisants, le corps va cicatriser et il n'y aura pas de problème. Mais si chaque micro-traumatisme qui s'accumule au cours de la journée se rajoute avec ceux du lendemain, puis ceux du surlendemain, sans possibilité de cicatrisation, eh bien c'est comme ça qu'apparaissent des lésions des cordes vocales, et notamment les lésions que peut-être vous connaissez, les nodules des cordes vocales. Alors, il y avait une question plus spécifique pour les enseignants de cycle 1 de maternelle qui utilisent beaucoup leur voix pour chanter, justement, faire des comptines. Est-ce que vous avez des conseils plus spécifiques pour préserver sa voix dans ces moments-là? Je dirais que non, en fait, hein, c'est toujours la même chose, de l'hygiène vocale, mais chanter, c'est pratiquement, enfin, je dirais que globalement, c'est moins dangereux de chanter que de parler, parce que quand on chante, généralement, on est attentif à notre voix. Tout est fait pour faire en sorte de bien chanter. On va faire attention à comment on respire, comment on se positionne. On est dans un travail d'attention vocale. Alors que quand on parle, eh bien, toute notre attention est focalisée sur le contenu de notre parole, donc sur le contenu linguistique, et non pas du tout sur le support acoustique. Donc c'est plus dangereux de parler que de chanter. Alors bien sûr, il faut chanter avec les masques, puisque par contre, la voix chantée propage les gouttelettes à une distance beaucoup plus importante. D'accord. Sur l'essoufflement, donc c'était une question qui était arrivée ce matin. Donc je pense que c'est en faisant les exercices dont vous parliez, en respirant par voix basse, qu'on pourra avoir un confort un peu plus grand. Il y avait aussi une question sur est-ce que vous avez des sites à nous proposer ou aussi des endroits où se former, et aussi comment prendre rendez-vous avec vous. Alors, le site dont j'aimerais vous parler, parce que il est vraiment d'actualité, donc depuis le 2 novembre, on fait avec une collègue qui s'appelle Isabelle Marx, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est une chanteuse, comédienne, qui est une formatrice vocale. Nous organisons un stage de formation
en ligne pour apprendre à parler pour transmettre des techniques pour parler avec un masque. Et on a volontairement fait un format très court, donc on se donne 1h30, pas plus, pour transmettre des éléments pratiques pour améliorer la parole avec le masque. Donc moi je fais une partie théorique, donc ce dont je vous ai parlé là, et Isabelle assure la partie pratique où on fait des exercices, on apprend des exercices pour augmenter l'intensité de la voix sans se faire mal, pour augmenter les aigus dans notre voix parlée, pour essayer de prévenir ce que le masque va faire. Donc, on va aussi apprendre des échauffements de la voix. Et donc, nous avons au moins encore 2 conférences qui sont prévues. La prochaine est prévue le 25 novembre. Donc, c'est une conférence en ligne tout à fait gratuite. Et en fait, je vais peut-être vous donner, il faut que vous alliez sur le site qui s'appelle Courant d'art. Et quand vous êtes sur ce site, vous allez sur l'onglet conférences et conférences à venir. Et vous vous inscrivez simplement. Et vous aurez en retour inscription. Voilà. Vous aurez en retour l'adresse mail avec le lien Zoom pour vous inscrire. C'est Courant d'art le site. Et donc là, c'est le 25 novembre, ça doit être un mercredi, il me semble. C'était une conférence qui était programmée au départ pour être faite à la Maïf, donc dans leur salle qui est à Place de l'Étoile, et qu'on a basculé en visio, puisque étant donné les particularités sanitaires actuelles. Donc, du coup, quand on passe en visio, on n'est plus du tout limité par le nombre, puisque en présentiel, on avait une jauge à 30 personnes. Donc là, nous, on n'a pas de limite par rapport aux visio. L'autre Voilà, question, il y en aura probablement une autre parce que le réseau PASS de la MGEN nous a aussi demandé si on pouvait organiser cette conférence à destination de leur sociétaire. L'autre question, c'était savoir comment prendre rendez-vous avec vous. Voilà. Alors, par les mêmes moyens que vous prenez rendez-vous avec vos médecins, donc soit par Doctolib, soit par téléphone à mon secrétariat. Est-ce que la consultation est remboursée quand on vient vous consulter? Bien sûr, oui, c'est un acte de phoniatrie. Donc, les actes de phoniatrie sont des actes complètement remboursés. Alors, moi, je suis en secteur 1, donc je ne fais pas de dépassement d'honoraires. Donc, la consultation est remboursée comme sur la même base que vos consultations habituelles. Je pense que vous êtes comme moi, vous êtes au régime général. Voilà, c'est la même. Est-ce qu'il faut une ordonnance? Non, enfin, non. Bon, alors là, on va fermer les. J'espère que nous ne sommes pas écoutés. Alors, habituellement, je crois, il faut, pour aller se rendre chez un spécialiste, il faut avoir l'avis de son généraliste qui se transforme par une lettre. Alors nous, on ne demande pas cette lettre. Voilà. Donc les gens peuvent venir chez nous, y compris sans être adressés par leur médecin généraliste. Bien sûr, alors on pourra tenir leur généraliste au courant si les patients le souhaitent, il n'y a pas de souci. Et les conditions de remboursement seront les mêmes. Il suffit, en fait, pour que vous soyez correctement remboursé, quand vous allez d'une manière générale chez un spécialiste, il faut que vous ayez un médecin traitant déclaré. Alors, je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions. Donc, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Vous pouvez écrire parole dans le chat ou alors poser encore vos questions. Si jamais j'ai oublié une ou deux questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup déjà. Moi, j'ai noté un certain nombre de choses qu'on va pouvoir réutiliser. Notamment, demain matin, on a un entretien au nom de la FSU avec le rectorat sur les conditions de mise en œuvre du protocole. Donc, j'ai noté un certain nombre de choses que les différents intervenants ont relevé. En fait, les détecteurs de CO2, une demande d'analyse géographique des cas et des positivités des cas contacts, des amplificateurs vocaux, des formations pour la voix parlée, parce qu'il faut aussi penser
à quelque chose de pérenne et pas forcément une réponse dans l'urgence. Les supports de masques, alors bien, je voyais beaucoup d'échanges des collègues qui disaient que c'est encore des dépenses qu'on va devoir avoir à titre privé. Nous, en tant qu'organisation syndicale, c'est des choses qu'on veut faire remonter parce que c'est vrai que les enseignants, souvent, vous déboursez beaucoup de votre poche. Ça, étant donné que c'est une situation particulière, plutôt que d'investir dans des masques qui étaient peut-être traités de façon inadéquate, je pense que si on fournissait un support de masque aux enseignants, et que ça pourrait correspondre à quelque chose qui serait adéquat, ce serait peut-être une bonne idée. Et puis en tout ce qui concerne le bruit du mobilier, l'insonorisation des classes, la réverbération dans les classes, vous pouvez aussi vous emparer en tant qu'enseignant des fiches SST en fait, du registre santé et sécurité. Pour information, moi je l'avais fait il y a quelques années dans mon école, c'était l'école élémentaire Carine à Haute-Pierre. J'avais un sol, comme tous les sols des années 70, qui résonnait énormément dès qu'une chaise bougeait, tombait, dès qu'une règle ou qu'un stylo tombait. Et puis, la mairie a changé et a mis un lino dans toutes les salles qui étaient concernées. Donc je pense qu'il faut s'emparer des outils qui sont les nôtres. Après, c'est sûr que ça ne se fera pas en un claquement de doigts et en une seule fois, mais c'est des outils qui sont à la disposition de tous les enseignants. Là, pour le coup, il suffit de remplir des fiches SST pour alerter, et puis après, la réponse viendra en temps et en heure. Mais au moins, l'alerte est donnée que les conditions de travail ne sont pas les plus idéales pour pouvoir enseigner sereinement. Il y avait encore une question qui est arrivée au niveau des élèves, en fait, pour les élèves petits parleurs qui ont encore plus de mal à participer ou à se faire comprendre avec le masque. Est-ce que vous auriez des conseils? Ça, c'est difficile, hein, parce que pour plein de raisons. Parce que d'abord, ces petits élèves sont probablement des élèves timides qui, de toute façon, prennent pas la parole en groupe ou qui ont. Donc le masque, il se cache encore plus derrière le masque, donc c'est pas facile pour eux. Je pense qu'il faut faire ce que vous faisiez auparavant, hein, c'est se rapprocher d'eux. On peut pas demander à un enfant timide de parler fort, c'est quasiment impossible, hein, donc non, j'ai pas de conseils vraiment magique pour ces élèves-là. Ce que je peux juste vous dire, c'est que le travail technique de la voix chez les tout petits est quand même compliqué aussi. Et donc, je dirais que le travail de la voix chez les enfants, c'est plus le travail des comptines et des chansons. C'est plutôt comme ça qu'on aborde le travail vocal chez les tout petits. Donc, non, personnellement, j'ai pas à part les mettre les plus à l'aise possible. Voilà, mais ce que vous faites certainement déjà depuis bien avant le port du masque. Donc là, on a des remerciements. Je pense que votre intervention a permis à beaucoup d'apprendre tout au long de la journée. Et donc, c'est vrai que le stage par visio, on a des retours en disant que c'est une excellente solution en termes de prise de parole et de compréhension de la personne ayant la parole. Voilà. Et de toute façon, là, il y avait plusieurs questions qui n'étaient pas vraiment des questions, mais plus des revendications. Et il me semble qu'on va avoir un temps là, Agathe, c'est ça, pour faire un espèce de cahier de doléances. Oui, voilà, moi j'ai commencé à noter un certain nombre de choses, mais maintenant, en fait, ce que je vous propose de faire, c'est il nous reste 3/4 d'heure environ. On avait mis la fin du stage à 16h. Il vous reste à peu près 3/4 d'heure pour nous faire remonter ce que vous auriez envie que nous, on fasse remonter auprès de la hiérarchie, parce que là, on va prendre notre rôle de délégué syndical. En fait, on est là pour vous proposer une formation, mais aussi pour pouvoir faire le lien avec notre hiérarchie et pour faire le lien avec les instances dans lesquelles on siège. Alors, juste pour la petite explication, nous avons réussi au sein du SNUIP FSU du Bas-Rhin à avoir des personnes qui siègent dans toutes les instances. Et Myriam Brandt, Agathe, pardon. je Oui, me permets juste, je vais vous laisser. oui, bien sûr, ouais. Comme ça, je ne veux pas me sauver en catimini. Et D'accord. encore merci beaucoup. C'est toujours très, très agréable d'intervenir avec vous. Et voilà. Et à très bientôt, j'espère. J'espère, oui. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Merci Au revoir à tous. Au revoir.